Bonjour à celles et ceux qui nous rejoignent, bonjour à tous. On va aborder le premier temps de parole ce matin avec Mariam Saïd Kalam. C'est effectivement la conseillère départementale de Sada Chirongui. Bonjour madame. Bonjour, bonjour à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous défendez, Mariam Saïd Kalam, un projet qui était une motion, qui est devenu maintenant un projet, qui est un axe de travail de votre mandature quelque part. C'est la planification familiale et la réduction de la natalité. Bien sûr, hein, l'hypernatalité sur le territoire freine beaucoup les politiques publiques qui sont mises en place à Mayotte. Ça, on le sait, tout le monde le voit, depuis la scolarisation jusqu'à l'accès à la santé. On le voit maintenant, on a d'autres problématiques qui viennent. Hein. On peut aussi s'interroger sur l'eau, parce qu'en tout cas, on a une insuffisance de ressources très criante sur le territoire. Et qu'on remarque quand même que cela fait 5 ans qu'on est sur 10 000 naissances par an. Là, on est à plus de 10 700 par an. Et on est parti pour l'année 2023. Vous citiez dans votre document un jour de mars où 45 bébés sont nés. C'est quelqu'un du CHM qui m'a donné ce chiffre, qu'en une journée, on a comptabilisé 45 naissances, 45 bébés. Et ça, c'est parti pour qu'on dépasse les 10 700 naissances. Mais Mariam Saïd Kalam, comment peut-on faire pour réguler ce nombre de naissances, concrètement? Moi, je reste à penser que les femmes qui résident à Mayotte ne sont pas moins intelligentes que d'autres femmes. Ce sont des femmes soucieuses de leur santé avant tout. Et c'est à nous, en tout cas les autorités, de mettre en place des campagnes adaptées, des moyens adaptés à cette population, de manière à ce qu'ils puissent choisir leur maternité, tout simplement. Mais Mariam Saïd Kalam, un bébé, on le sait, vous avez dit 10 700 naissances, les statistiques de l'INSEE disent que 75% de ces bébés ont une maman d'origine étrangère, dont on sait que l'extrême grande majorité, c'est de nationalité comorienne. Un bébé égale une carte de séjour, un titre de séjour pour 18 ans. On peut faire des campagnes 1, 2, 3 basses, ça ne marchera jamais. Vous dites un bébé, et pourquoi en faire 8? Pourquoi en faire 10 pour finir mineur isolé par la suite? C'est la question qu'on se pose. De toute façon, on est sur notre territoire. On a, nous aussi, des ambitions politiques, on a des ambitions de développer ce territoire. Les personnes qui s'y trouvent doivent absolument se conformer aux actions qui sont menées sur le territoire. Ce sont des femmes, certes d'origine étrangère, mais qui se trouvent sur un territoire français, qui ont fait le choix d'habiter à Mayotte. Elles doivent aussi se conformer aux actions qui sont mises en place. Là, on a noté qu'il faut absolument, en tout cas, on ne peut pas laisser les 10 000 naissances. Si pour elles, c'est moyen d'accéder à un titre de séjour, pour le département, c'est un frein pour le développement du territoire. Mais on fait comment alors? C'est quoi les moyens? On met en place des actions, on se concerte. J'ai proposé la motion, ça a été rejeté. J'ai pris mon bâton de pèlerin. Je consultais les anciens qui ont travaillé là-dessus, tels que Moutar Salim, tels que Dr Ramblati, tels que Dr Aben. En tout cas, ils sont sur ces territoires encore en activité ou pas. Je suis allée les concerter. Je me suis inspirée de leur travail remarquable qu'ils ont fait, qui a donné des résultats à un moment donné. J'ai rencontré l'ARS la semaine dernière, le directeur général avec son équipe, pour qu'on puisse réfléchir comment toucher cette population. Si maintenant il faut aller monter à Paris pour proposer des solutions claires, politiquement, notamment en matière de scolarisation de ces enfants, comment on va faire? On n'est pas à mesure de le faire en tout cas. On ne peut pas sacrifier les jeunes Mahorais pour ça. Mais alors, comment on fait concrètement? Parce que c'est simple. Culturellement, c'est pas bien vu la contraception pour ces populations. Comment fait-on? Ce n'est pas une question de culture. Nous, on a une culture, on appartient à la religion musulmane. Pourtant, on
opère à un espacement de naissance et une limitation de naissance. Ce sont des questions de santé. Ça se faisait avant. C'était pas la pilule, mais il y avait des moyens contraceptifs qui étaient utilisés. Cela veut dire qu'il n'y a pas d'interdiction là-dessus. En tout cas, je me suis rapprochée des cadis. Je vais essayer d'avoir tout le monde autour. On va tenter. Ça ne marche pas. On monte à Paris pour essayer de leur demander de frapper plus fort. Alors, en matière de suspension des prestations sociales, ça s'est fait ailleurs, en matière de suspension de scolarisation d'enfants, mais en tout cas, il est plus tenable que nos enfants soient sacrifiés pour ça. Alors, vous avez, dans le texte que vous avez publié, vous avez expliqué que finalement, cette politique de planification familiale, ça incombait au conseil départemental. C'était dans ses missions. Pour autant, le conseil départemental, sur le sujet, est quand même ultra silencieux. Je fais partie du conseil départemental au cas où. Oui, mais vous êtes dans l'opposition. C'est pas une question d'opposition. Quand on est élu, on est là pour faire des propositions. Ces propositions, je les fais à l'Assemblée départementale. Elles n'ont pas été votées. Ils n'ont pas été votées, mais n'empêche que je suis retournée voir Benissa une deuxième fois là-dessus. Oui. Et j'ai pris mon bâton de pèlerin. J'ai rencontré l'ARS qui est partenaire. Je vais rencontrer très prochainement le CHM. Mais en tout cas, j'y vais parce que j'y tiens. On est à plus de 10 700. C'est peut-être pas pour demain, mais ça, c'est comme l'immigration clandestine. On en a parlé, on a laissé, on a crié, on a laissé. Et là, aujourd'hui, on arrive à une situation de blocage où tout le monde se dit non, là, on est bloqué, il faut y aller. Donc, pour l'hypernatalité à Mayotte, c'est la même chose, d'autant plus que là, on montre les chiffres de 75% des personnes d'origine étrangère. C'est encore plus interrogatif et plus inquiétant. Alors, ok, partons du principe que le processus se met en place. En tout cas, il faut y aller. Je n'ai pas dit que je réussirai demain, mais ça mérite en tout cas qu'on se plonge là-dessus. En attendant qu'il y ait des effets, si tant est effectivement que votre démarche est suivie, on a des conséquences à hyper court terme. Le conseil départemental a d'ores et déjà annoncé que pour les non-ayants droit, donc les non-ayants droit sociaux, il n'y aurait plus d'accès à la PMI gratuitement à partir du mois de juillet, si l'État ne participait pas à la hauteur de ce qu'il doit aux conséquences quelque part de l'immigration clandestine. Je ne mets pas les choses au conditionnel. L'État fait partie des partenaires pour ce sujet, pour la prise en charge en tout cas des personnes vulnérables non assurées sociaux sur un territoire. C'est à nous d'aller voir l'État dès maintenant, c'est à nous de trouver un compromis. En tout cas, j'ose espérer que ce n'est pas la population de trinquer et j'ai même je reste sceptique quant aux résultats escomptés par rapport à ça. Je ne crois pas du tout que les conseils généraux que nous sommes, parce que même nous qui avons voté cette motion et ceux qui l'ont proposée, je ne crois pas qu'ils vont laisser les femmes sur le territoire en train d'accoucher ou en train de vouloir bénéficier d'un suivi de grossesse, tout simplement parce que l'État n'a pas donné sa part de choses. Ça, je n'y crois pas. En tant qu'être humain, en tant que responsable politique, c'est quelque chose de n'est pas envisageable. C'est ce que je pense, moi. Maintenant, le collègue a raison. S'il y a une compensation qui n'est pas à la hauteur des dépenses qui ont été effectuées, des dépenses réalisées, des dépenses estimées, c'est à nous, département, de pousser l'État, les partenaires qu'ils sont, pour qu'on puisse être compensés à la hauteur, mais pas laisser les personnes au tarot, on ne peut pas le faire. Parce que vous dites, on est en train de sacrifier finalement une jeunesse, vous parliez notamment de l'école, et oui, quelque part, c'est vrai, mais d'un autre côté, quand le conseil départemental dépense plus de 60 millions d'euros par an dans les conséquences finalement de l'immigration clandestine, ces millions d'euros, il les investit pas dans une politique sportive. Chacun reste culturelle. Dans son domaine de compétences. Oui. Les frontières relèvent de la compétence de l'État. Oui. On est derrière pour pousser, pour montrer en quoi le fait que les gens sortent ils rentrent leur beaucoup, provenance, ils sortent pas. ça pose problème, ça bloque ce territoire. On a raison de le faire, c'est ce que la population est en train de faire avec l'unité des élus. Mais décider de ne pas recevoir quelqu'un en PMI qui en a besoin, et on sait que la médecine de la ville n'est pas développée et que ces personnes, même s'ils veulent aller payer de plein pot leur consultation, ils n'ont pas cette possibilité. Je reste sceptique.
Toutefois, je suis d'accord qu'on aille voir l'État dès maintenant pour que la compensation soit à la hauteur. On a des chiffres des années précédentes. Bien sûr. On sait combien on a besoin pour prendre en charge cette population. C'est à nous de le faire maintenant, mais la proposition de dire on va bloquer en 2020, en juillet, c'est pas ma façon de faire. Je ne suis pas là pour être en bras de fer avec l'État. C'est un partenaire incontournable qui est là pour développer ce territoire. C'est à nous de faire. Mais alors, finalement, est-ce qu'à un moment donné, le conseil départemental ne va pas devoir aborder des questions de société fondamentales face à cette hypernatalité et les questions, elles sont claires. Hein. C'est l'accès de la population qui bénéficie de droits sociaux à l'hôpital. C'est également la scolarisation de tous les enfants présents. On le voit très clairement. On n'a pas les moyens de le faire. Anne, c'est déjà à réaliser, assumer notre domaine de compétences, à savoir l'éducation pour la santé de ces femmes. Ça n'a pas été fait. Non. Ce n'est pas à la hauteur aujourd'hui. Non, c'est clair. Ce n'est pas adapté à la population. Donc, il faudra que nous, on assume déjà ce domaine de compétences, qu'on aille voir les partenaires, qu'on fasse un tapage comme ça a été fait, qu'on essaie de mettre en place des outils adaptés pour toucher cette population. On sait maintenant que 75% appartiennent, des naissances sont à l'origine de mamans étrangères. On sait cette population où elle loge, comment les toucher. C'est à nous d'adapter notre campagne déjà en matière de langage, en matière de communautaire, en matière de culture, mais on est déjà obligé de réaliser ce qui rentre dans notre domaine de compétences. Après, on fait autre chose. Mais alors, les questions de société, finalement, qui dépassent effectivement les compétences du conseil départemental, la société, la population mahoraise, elle les pose où? C'est où l'instance où on peut parler de cette scolarisation, où on peut parler également des conditions de logement? Où est-ce que c'est quoi l'instance? Si on ne peut pas le faire au conseil départemental. Ce sont des questions politiques qu'il faut discuter avec le gouvernement, qu'il faut discuter avec les partenaires qui nous aident ici directement. Ça, les services de l'État le savent que c'est impossible de scolariser, de créer une classe de 45 élèves en une journée. Ce n'est pas possible. C'est pas possible d'avoir un enseignement de qualité sur ce territoire. Ça, ce sont des questions politiques. C'est à nous de les porter, c'est à nous de faire des propositions. Mais en aparté, il faut aussi qu'on s'inscrive dans une démarche prospective, c'est-à-dire se donner 10 ans pour parler de cette hypernatalité qui plombe nos politiques publiques, qui met en danger également les femmes et les enfants qui sont sur ce territoire. Pardon. Qu'ils soient étrangers ou pas, parce que dans cette situation, nous avons des femmes qui ont besoin d'être accompagnées médicalement sur le territoire pour procréer. Ça arrive. Il y en a qui n'ont pas la chance de procréer naturellement. Et les professionnels qui sont à l'hôpital, ils n'ont pas le temps. Ils sont là pour accoucher. Mariam Saïd Kalam, avant de devenir élu du conseil départemental, vous avez été cadre, ce qu'on appelle les cadres à potentiel du conseil départemental. Malheureusement, comme beaucoup d'autres, au fur et à mesure d'une succession de présidents, vous avez été légalement orienté vers un placard, ce qui vous a conduit à vouloir devenir élu. Comment vous regardez cette volonté affichée d'Ousseni Ben Issa de réformer l'organisation et de sortir du placard tous les cadres? Parce qu'il y en a beaucoup. Vous avez beaucoup plus d'informations que j'ai. Au fait, moi, ce projet d'organigramme, de réorganiser le service du conseil départemental, m'interroge à 2 niveaux. Ma première interrogation, c'est que le prédécesseur de Ben Issa Ousseni, qui est sorti il y a 2 ans exactement, avait opéré à une réorganisation, une refonte totale de l'administration générale du conseil départemental. Je m'interroge comment se fait-il que 6 ans plus tard, on rebelote? Quels sont les éléments qui font qu'aujourd'hui, on doit à nouveau, en tout cas, opérer à une refonte totale de l'organisation des services?
Ça, c'est ma première interrogation. La deuxième, c'est plutôt une inquiétude de voir sur ce tableau, sur ce projet, maintenant, c'est plus un projet, en tout cas, c'est parti, c'est parti. C'est de voir que à la veille de la départementalisation de Mayotte, le conseil départemental comptait quelques administrateurs mahorais qui étaient là, qui étaient à la tête des postes de direction importants au conseil départemental, parce qu'on sait que ces postes-là exigent un certain nombre de profils pour les occuper, notamment le poste de DGA, le poste de DGS. J'osais espérer que 10 ans après la départementalisation, on allait en former d'autres. C'est-à-dire que nous, qui étaient déjà cadre A qui étaient là, on allait nous donner la possibilité d'émerger et d'évoluer pour être le relève, en tout cas, de ceux qui partaient. Là, à la veille de leur départ à la retraite, et même ceux qui ont encore la volonté de continuer, à travers ce projet d'organigramme, j'en vois aucun. On a un seul médecin sur ce territoire qui a évolué. Au conseil départemental, j'entends par là, mais pas sur le territoire mahorais, qui est aujourd'hui un médecin hors classe, qui a commencé par être directeur des PMI, qui a fini par être DGA d'enfance et famille, c'est-à-dire qui est monté en compétence, sur qui aujourd'hui on peut s'appuyer pour ces questions sociales, médico-sociales. Je ne le retrouve pas à travers cet organigramme. En tout cas, on nous l'a annoncé lors de la séance que son poste est à pourvoir et que lui, il peut candidater. Moi, c'est pas une méthode pour vous. Je suis très inquiète. Ce sont des personnes qu'on devrait encourager. Ce sont des personnes qui devraient être là pour prendre ceux qui arrivent, les catégories A qui sont là, qui doivent les prendre pour les former, les propulser de manière à ce que d'ici quelques années, quand ils choisiront eux-mêmes d'aller à la retraite, qu'on ait des personnes qui prennent la relève. Il n'y en a pas. Merci beaucoup, Mariam Saïd Kalam. J'espère que vous reviendrez bientôt. C'est moi qui vous remercie. Je reviendrai en annonçant quand même le projet qui va démarrer, parce que je ne m'arrêterai pas là et j'irai là. De toute façon, maintenant, on en parle. Il y a un journal hier national qui a évoqué le fait que là où les Comores ont réussi, c'est au niveau démographie. C'est-à-dire, il y a un peuplement du peuple mahorais. En tout cas, ça a été annoncé. Ce n'est pas moi je l'ai vu passer aux infos hier. À très vite. Merci. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.